Merci de nous rejoindre sur Afrique Unie Radio, la radio africaine. Je suis Elisabeth Hassen, les titres du journal. Au Cameroun, toujours aucune apparition publique de Paul Biya depuis le 20 mai, alors que les autorités camerounaises demandent les rumeurs d'hospitalisation à Genève. Le silence autour du président de la République du Cameroun continue d'alimenter les spéculations. Et puis coup d'envoi au Rwanda des examens nationaux de fin d'études primaires à travers le pays. Au moins 277 000 élèves de 6e année ont entamé ce mardi 3 jours d'épreuves, une étape décisive de leur parcours scolaire. Et puis dans ce journal, on fera le point de l'actualité sur la Coupe du Monde 2026 dans et hors des stades. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à l'écoute de votre radio. Mais d'abord, cette information, le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce mardi à Ankara, en Turquie. Les dirigeants des pays membres doivent débattre de l'augmentation des dépenses de défense, de l'avenir de l'engagement américain en Europe et du rôle de la Turquie au sein de l'Alliance. Selon le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, les alliés européens et le Canada ont accru leurs dépenses militaires de plus de 120 milliards de dollars en un an. Malgré ces efforts, le président américain Donald Trump continue d'exiger une participation financière plus importante de ses partenaires et devrait préciser sa vision de l'avenir et l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN. Nous l'annoncions en titre au Cameroun. Depuis le 20 mai dernier, le président camerounais Paul Biya n'est plus apparu en public. Une absence qui dure désormais depuis 6 semaines et qui suscite de nombreuses interrogations dans le pays. Plusieurs médias internationaux ont évoqué une hospitalisation à Genève, des informations aussitôt démenties par les autorités camerounaises. Mais depuis, aucune apparition officielle ni communication détaillée sur l'état de santé du chef de l'État n'est venue mettre un terme aux spéculations. Le point avec Achille Antedi. Dans cet environnement marqué par un déficit d'information, les rumeurs se sont rapidement propagées. Le cas le plus emblématique reste celui d'un faux décret annonçant la création d'un poste de vice-président et la nomination d'un citoyen à cette fonction. Le document, largement relayé sur les réseaux sociaux avant d'être démenti, a illustré la rapidité avec laquelle la désinformation peut s'installer lorsque la communication institutionnelle laisse place aux incertitudes. Pour autant, réduire cette séquence à l'affaire du faux décret serait une erreur, estime un spécialiste de la gouvernance publique. Le président de la République est la prééminence institutionnelle de notre pays. Il a été élu au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans pour présider aux destinées de notre pays. Il est conséquemment indiqué que le peuple réclame la présence physique et active de celui qui a vocation à le conduire. Explique Louis-David Delobé, libre penseur. Au-delà de la santé du président, c'est en effet le fonctionnement des institutions qui interroge. Comment s'organise la prise de décision lorsque le chef de l'État est absent de la scène publique pendant plusieurs semaines? Et surtout, quelles garanties existent pour assurer la continuité de l'État dans un système où le pouvoir demeure très centralisé? S'interroge une fois de plus Louis-David Delobé. Le président de la République est la caution politique et morale de l'action du gouvernement. Son absence donne lieu aux analyses diverses et questionne la capacité, la légitimité de son parti à envisager sereinement les prochaines échéances politiques. Il y a donc une espèce d'inquiétude, de démobilisation, aussi bien des militants de sa formation politique que de ses partisans depuis cette absence prolongée et surtout face à ce manque criard d'une communication digeste en vue de rassurer le peuple camerounais. À quelques mois d'échéances politiques majeures, l'absence prolongée de Paul Biya continue donc d'alimenter les débats.
Bien au-delà des rumeurs sur son état de santé, c'est désormais la question de la transparence du pouvoir, de la circulation de l'information officielle et du fonctionnement des institutions camerounaises qui se retrouve au cœur des discussions. Et puis en éducation, 277 452 élèves de 6e année au primaire à travers le Rwanda ont entamé ce jour les examens nationaux de fin d'études primaires. Pendant 3 jours, ils seront évalués dans 5 disciplines: les mathématiques, l'anglais, le Kinyarwanda, les sciences ainsi que les sciences humaines. Le point avec Bénin Mugisha à Kigali. Au Rwanda, plus de 277 000 élèves ont entamé ce mardi les examens nationaux de fin de cycle primaire. Selon le ministre de l'Éducation, cette hausse du nombre de candidats s'explique principalement par la croissance démographique et l'augmentation des effectifs scolaires. En donnant le coup d'envoi des épreuves, le ministre de l'Éducation, Joseph Sangimana, a estimé qu'il était logique de constater une progression du nombre de candidats d'une année à l'autre. L'augmentation du nombre d'élèves est liée à celle de la population. Certains enfants qui avaient abandonné l'école ont également repris leurs études. Mais de manière générale, cette évolution suit la croissance de la population, a-t-il déclaré. Les autorités mettent également l'accent sur l'inclusion. Plus de 900 candidats vivant avec un handicap participent cette année aux examens. Des adaptations ont été prévues selon les besoins de chacun. Sujet en braille pour les élèves malvoyants, document en grand caractère pour ceux ayant une déficience visuelle, interprète en langue des signes pour les candidats qui n'entendent pas et assistant chargé de transcrire les réponses des élèves qui ne peuvent pas écrire. Le directeur des examens à l'ANESA, Jean-Claude Nzeimana, explique que ces mesures visent à garantir l'égalité des chances. Lorsqu'un élève est dans les capacités d'écrire, un secrétaire d'examen retranscrit fidèlement les réponses qu'il dicte. Un contrôle est ensuite effectué afin de s'assurer que le contenu correspond bien à ce que le candidat a exprimé, précise-t-il. Selon l'ANESA, ces dispositifs sont déployés dans plus de districts, notamment à Rusizi, Kayonza et Nyarugenge. L'agence a également organisé des sessions spéciales pour les élèves hospitalisés ainsi que pour ceux se trouvant dans des établissements pénitentiaires, des centres de détention ou des postes de police, afin qu'aucun candidat ne soit privé de son droit de passer les examens. Le ministre de l'Éducation a par ailleurs rappelé aux enseignants que toute assistance irrégulière apportée aux candidats constitue une fraude passible de sanctions. Il les a appelés à respecter strictement les règles afin de préserver la crédibilité des examens. Au total, 277 452 candidats, dont 123 101 garçons et 154 351 filles, composés dans 1182 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire rwandais. Depuis Kigali, Bénin Mugisha pour Radio Afrique Unie. En éducation, toujours, les épreuves de l'examen d'État édition 2026 ont débuté au Burundi pour les élèves finalistes de l'enseignement post-fondamental. Comme chaque année, les candidats composent dans les centres de passation répartis sur l'ensemble des provinces du pays. Sous la supervision du ministre en charge de l'éducation, les autorités ont mis en place des dispositifs logistiques et sécuritaires afin d'assurer le bon déroulement des épreuves. Les résultats permettront aux lauréats d'accéder à l'enseignement supérieur et universitaire. Du sport, dans cette tranche d'information, le Portugal est éliminé de la Coupe du Monde après sa défaite 1-0 face à l'Espagne en 8e de finale. À 41 ans, Cristiano Ronaldo a reconnu qu'il s'agissait très probablement de sa dernière Coupe du Monde. Le capitaine portugais n'a toutefois pas annoncé sa retraite internationale. Le quintuple Ballon d'Or a indiqué qu'il prendra le temps de réfléchir avant de se prononcer sur la suite de son aventure avec la sélection portugaise. Actualité toujours sur la Coupe du Monde. Au lendemain de la victoire des Bleus face au Paraguay 1-0 en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, la sénatrice paraguayenne Céleste Amaria a déclenché une vive polémique
En publiant sur X des propos à caractère raciste visant le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, unique buteur de la rencontre. L'élu a notamment qualifié de Camerounais colonisé, se faisant passer pour un Français. La sortie de la parlementaire a suscité de nombreuses réactions. Au Cameroun, l'avocate Alice Com lui a notamment répondu en rappelant que le peuple paraguayen n'a nul besoin qu'on lui explique ce que coûte le racisme. Il le sait, a-t-elle fait valoir, évoquant le destin des peuples autochtones, dépossédés de leurs terres, de leur langue et de leur identité depuis l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle. Mais sur le terrain, le tableau complet des quarts de finale du mondial se dessine. Alors que les huitièmes de finale de la Coupe du Monde se disputent jusqu'à ce mardi 7 juillet, le tableau des quarts de finale se remplit progressivement. Victorieuse du Paraguay 1-0, l'équipe de France défiera le Maroc, tombeur du Canada 3-0. Ce sera jeudi 9 juillet à Boston. La Norvège affrontera quant à elle l'Angleterre et l'Espagne la Belgique. Et c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité sur Afrique Radio Unie. Ne manquez pas de nous suivre sur nos plateformes Facebook, YouTube, X en écrivant @français. Bonne fin de soirée et à très vite sur Afrique Unie Radio.